Merci beaucoup Alain Suppiot, merci pour cette invitation. Merci de m'avoir confié ce sujet qui était un vaste sujet, pouvoir et responsabilité en droit du travail. Voilà une thématique où précisément se joue probablement des questions d'identité du droit du travail, la question de ces transformations. On a beaucoup parlé de paradigme ce matin déjà. Je crois que profondément, c'est un terrain où se joue une transformation paradigmatique. Alors, ce sur quoi je voudrais précisément insister, ce sera mon angle d'attaque, c'est la déstabilisation d'un paradigme, précisément, pas forcément le paradigme de l'entreprise. Je m'expliquerai. Sur ce point, il y a probablement derrière le paradigme de l'entreprise un autre paradigme qui est en train d'apparaître de façon de plus en plus nette. Et je parlerai donc d'une transformation paradigmatique qui est probablement en cours à l'heure actuelle sur ce terrain donc des pouvoirs et responsabilités. Alors, au préalable, je voudrais signaler que dans mon esprit, un paradigme n'existe pas seul, un modèle n'existe pas seul dans une discipline donnée, en particulier en droit. Il y a la plupart du temps des paradigmes, des modèles qui coexistent et qui rentrent en tension. La grande histoire du droit du travail sur le terrain des paradigmes s'est jouée à propos du paradigme de l'entreprise. Même si aujourd'hui les promoteurs de la doctrine de l'entreprise, je songe notamment à Claude Champeau, confessent que cette approche n'a guère pris dans le domaine du droit du travail, il faut reconnaître qu'un certain nombre d'auteurs l'ont porté. Je songe à Michel Despax notamment, je songe bien sûr à Paul Durand, avant lui, l'un des représentants de l'école de Nancy en droit du travail. Ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a une véritable convergence, je crois, des auteurs pour admettre la pertinence de la critique que Paul Durand adressait au modèle qui tendait à incarner le modèle officiel au début du siècle. Ce modèle s'incarnait dans une théorie classique et individualiste que Georges Ripert décrivait en ces termes. C'est l'entrepreneur qui agit, c'est l'entrepreneur qui contracte. Lui seul apparaît sur la scène juridique et dans la conscience sociale. L'entreprise se confond avec la personne même de l'entrepreneur. Gérard Lyon-Can résumera cette analyse en ces termes. L'employeur ne tient ses prérogatives que de lui-même. Voilà précisément la représentation que Paul Durand va contester, va chercher à mettre en cause en insistant sur le caractère personnel des relations de travail et sur les relations qui se déploient dans l'entreprise. Le droit de propriété, droit réel sur les choses, ne peut expliquer un pouvoir de commandement sur les personnes, affirmait-il, avant d'ajouter que l'entrepreneur n'est d'ailleurs pas toujours propriétaire des moyens de production. L'entreprise dont parle Paul Durand ne se ramène donc pas à l'exercice par l'entrepreneur des droits qu'il tient tant de la propriété que du contrat. Elle est une organisation, mieux, elle est une institution, ce qui avait déjà été suggéré d'ailleurs par les tenants de la théorie institutionnaliste, et notamment par Maurice Horiou. Alors cette institution, Paul Durand va l'analyser, la conceptualiser en s'appuyant sur une analogie avec le système institutionnel politique, et il va considérer, et c'est cela qui va incarner la figure du pouvoir dans les années 50, disons, il va considérer que le chef d'entreprise est investi de 3 prérogatives, un pouvoir législatif, un pouvoir de direction, un pouvoir disciplinaire, qui font de lui un législateur, un administrateur et un juge. Paul Durand s'appuie sur Montesquieu, c'est une lecture peut-être un petit peu particulière de Montesquieu. Ce que je veux souligner à travers cela, c'est que cette analyse va conduire Paul Durand à camper une articulation entre pouvoir et responsabilité en droit du travail. Et il va l'exprimer de la manière suivante. Le fondement véritable des prérogatives patronales, autrement dit des pouvoirs patronaux, se trouve dans les responsabilités qu'assume le chef d'entreprise. Ce qui signifie que ce sont, d'après Paul Durand, les responsabilités de l'employeur qui justifient les pouvoirs qui lui sont reconnus, qui les justifient, qui les rendent même nécessaires dans son esprit. Alors, la figure de l'employeur, telle que la dessine Paul Durand, s'apparente à celle du Léviathan, en réalité. C'est une figure absolument unitaire, monolithique du pouvoir, qui surplombe
une communauté de travail au service d'une finalité supérieure qui conditionne, en même temps limite les prérogatives qui sont dévolues à son chef. Cette conception bénéficia d'une certaine fortune, mais elle se heurta aussi à d'importantes objections, parfois des objections émanant d'auteurs dont les orientations étaient fondamentalement antagonistes. Je songe notamment aux critiques qu'ont développées successivement Nicole Catala et Gérard Liancan. Précisément, ce que va contester Gérard Liancan, c'est non pas que l'entreprise constitue le cadre concret dans lequel se situe le rapport de travail, cela il en convient, de même qu'il convient que l'entreprise comprend nécessairement 3 éléments irréductibles: un personnel salarié soumis à l'autorité d'un chef d'entreprise et poursuivant une activité déterminée. L'objet de la critique tient à la proclamation par Durand d'une finalité sociale communautaire, d'une véritable communauté associant salariés et chefs d'entreprise au service donc d'un même intérêt, d'un intérêt en quelque sorte supérieur. Gérard Liancan va développer sa critique sur un terrain sociologique. Manque, dit-il, un préalable, rien moins que l'élément moral indispensable à toute véritable communauté, une solidarité ressentie et acceptée entre le personnel et les dirigeants. Mais sa critique se développait également sur un terrain plus juridique, disons, et contestait en définitive que la représentation de Paul Durand reflète les solutions du droit positif. C'était probablement vrai alors, ça l'était peut-être au moins 2 ou 3 décennies plus tard. Qu'en était-il cependant de l'analyse que Gérard Liancan lui-même faisait des pouvoirs et responsabilités de l'employeur en droit du travail? Paradoxalement, sur ce plan précis, la divergence de vue tendait à s'estomper. Pour ce qui est en effet du fondement du pouvoir de direction, Gérard Liancan convenait que l'évolution du droit positif traduisait à cet égard, je cite, « le passage de la notion contractuelle et individuelle de l'employeur, créancier de la prestation de travail, à celle de chef d'entreprise collectivement envisagée et dont il doit assurer le fonctionnement. » La fusion des intérêts chers à Paul Durand cède ici certes la place à l'antagonisme, à l'opposition, à la radicale différence. L'entreprise est considérée comme étant traversée par une hétérogénéité. Il n'en demeure pas moins que la figure de l'employeur, elle, se présente encore sous les traits d'une figure unitaire. Alors, qu'est-ce que l'on perçoit à travers cela? C'est qu'il y a une convergence sur ce plan. Une convergence, un point de convergence, à moins qu'il s'agisse d'une ligne de fuite. Il faut y regarder de plus près. Et notamment dans ce qu'on peut appeler l'au-delà de l'entreprise, l'au-delà du paradigme de l'entreprise. De ce point de vue, un nouveau préalable s'impose qui consiste à souligner qu'il y a bien eu tout de même une influence de la doctrine de l'entreprise, la théorie institutionnelle de l'entreprise en droit du travail. Je passe sur un certain nombre d'arrêts célèbres, Poly-Chausson, Brinon, qui envisageaient les pouvoirs du chef d'entreprise. Je songe quand même aussi à des développements jurisprudentiels intervenus dans les années 1980 ou 90, mettant en avant, le cas échéant, la notion d'intérêt de l'entreprise. Tout état de cause, déterminer si l'influence fut forte ou non, si influence il y eut ou pas, c'est une affaire d'interprétation et fondamentalement tout cela se discute. En réalité, ce qui me semble devoir être souligné, c'est le dépassement de l'entreprise qui est intervenu sur un terrain technique. Alors assez rapidement, le droit du travail a intégré la dissociation de l'employeur et du chef d'entreprise, qui avait été facilitée évidemment par la forme dépersonnalisée de la société anonyme. Il va également s'approprier, entériner la distinction entre l'entreprise et l'établissement. Mais son réalisme, et ce qui va faire d'ailleurs du droit du travail l'une des matières où se multiplient les périmètres, les niveaux différenciés, ce sera le terrain du développement, de l'émergence de ce que l'on a appelé, et de ce que l'on appelle encore bien sûr, l'unité économique et sociale. Voilà une création jurisprudentielle, probablement influencée justement par la doctrine institutionnaliste, et qui a conduit à la consécration d'une notion qui, dans un premier temps, avait été reconnue par les juridictions pénales, en l'occurrence,
pour réagir à des pratiques frauduleuses consistant à créer des sociétés juridiquement distinctes pour contourner les règles relatives à la représentation du personnel. Mais très rapidement, et dès 1972, la Chambre sociale de la Cour de cassation va se détacher de la notion de fraude et va reconnaître à son tour que des sociétés juridiquement distinctes peuvent constituer non des entreprises séparées, mais en raison de leur compénétration, de la confusion de leurs activités et de leur communauté d'intérêts et de direction, un ensemble économique unique. Alors, 4 décennies plus tard, l'unité économique et sociale n'a cessé de se déployer, bien au-delà de ce qui fut son terrain d'éclosion. Est-ce qu'elle est devenue l'entreprise au sens du travail? Je pense qu'on n'en est pas tout à fait encore là, en réalité. Elle est devenue certes le périmètre d'application de nombreux droits, cette unité économique et sociale qui se caractérise notamment par l'unité de direction, par une identité ou une complémentarité des activités ou une communauté de travailleurs, elle va servir, cette notion ainsi appréhendée, à définir des périmètres d'application du droit. Elle va permettre, le cas échéant au juge, en matière de licenciement économique, de tirer conséquence de ce que la décision de licencier a été prise, c'est-à-dire le pouvoir de décision exercé, a été pris au niveau de l'UES, de l'unité économique et sociale, et les juges en tirent la conséquence que les effectifs et le nombre de licenciements conditionnant la mise en œuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi vont devoir être appréciés au niveau de ce périmètre. Cela étant, en aucune manière, cette unité économique et sociale ne se substitue aux sociétés qui la composent, qui demeurent donc les seuls employeurs. Pourquoi ? Et tout simplement parce que l'unité économique et sociale est pourvue de personnalité juridique. Ça veut dire que pouvoir et responsabilité ne vont pas nécessairement de pair. Le droit du travail peut ainsi identifier le lieu, l'un des foyers du pouvoir, sans conséquence au plan des responsabilités juridiques. C'est qu'il demeure tributaire de ce point de vue, dans une certaine mesure, de la cartographie des sociétés impliquées, de leur structure, des contours qui leur sont assignés. Mais plus que tout autre segment du droit du travail, sans doute, c'est le droit du licenciement économique qui éclaire sur l'obstacle, et quand je parle d'obstacle, je change à un obstacle juridique, mais aussi épistémologique, sur lequel bute le droit du travail. Voilà une vingtaine d'années, en effet, que la Cour de cassation s'efforce en ce domaine de prendre en compte le niveau de décision lorsque l'entreprise appartient à un groupe de sociétés ou lorsqu'elle entretient des liens forts avec d'autres structures. La Cour de cassation s'est engagée dans cette direction pour l'appréciation de la légitimité du licenciement économique, des raisons économiques. Cette raison économique va être appréciée non pas au niveau de l'entreprise, elle va l'être au niveau du secteur d'activité du groupe dont relève l'entreprise. Cependant, petite parenthèse, que la notion de suppression d'emploi, elle va être appréhendée au niveau de l'entreprise elle-même, sans référence au groupe. De même, pour appréhender l'espace de la recherche du reclassement, eh bien, c'est un groupe au sens du reclassement, ou dans un sens très spécifique qui va être mis en avant, puisqu'il va s'identifier au périmètre des entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Dans les deux cas, la Cour de cassation a cherché effectivement à identifier les liens réels qui existent entre les sociétés et d'approcher, le cas échéant, le niveau où s'exerce le pouvoir. Le législateur lui-même a consacré, disons, cette analyse en considérant notamment que les moyens de l'UES ou du groupe doivent être pris en compte pour apprécier la pertinence du plan de sauvegarde de l'emploi, de ce dispositif qui va permettre, le cas échéant, d'éviter les licenciements d'un point de vue collectif. Seulement voilà, quelles qu'en soient les modalités, l'obligation de reclassement n'incombe qu'à l'employeur, même lorsque l'entreprise appartient à un groupe. Et c'est cela le message normatif qu'avait délivré l'important arrêt Flodor le 13 janvier 2010 dans une affaire où la société mère avait littéralement laissé dépérir sa filiale française. C'était une affaire de marque, de chips en l'occurrence. La Cour de cassation, déduisant de cette position, de ce postulat, qu'une société relevant du même groupe que l'employeur n'est pas en cette seule qualité débitrice envers les salariés qui sont au service de ce dernier d'une obligation de reclassement. Bien que repéré hors ou au-delà de l'entreprise, le pouvoir de décider n'entraînerait donc point transfert ou partage des responsabilités, du moins
du moins en principe. Car à bien y regarder, l'analyse bute non pas sur le périmètre de l'entreprise, mais sur un obstacle qui opère comme un paradigme caché bien différent de celui de l'entreprise. Un paradigme qui ne dit pas vraiment son nom, et ce paradigme, c'est celui de l'unicité de l'employeur. Or, précisément, c'est peut-être cela que l'arrêt Flodor permettait d'entrevoir dans le sillage d'autres décisions. Alors, j'en viens à ce qui me paraît être une transformation paradigmatique. À mot couvert, l'arrêt Flodor laissait entendre qu'une autre qualité que la seule qualité d'être société du groupe pouvait, le cas échéant, rendre une société qui n'est pas l'employeur débitrice de l'obligation de reclassement, débitrice d'une obligation, en principe, mise à la charge de l'employeur. Cette voie, qui va être consacrée par la Chambre sociale et de reclassation, c'est la voie du co-emploi. Notion nouvelle, pas exactement, c'est plutôt sa signification qui s'est renouvelée. Le co-emploi, il en est question déjà dans la jurisprudence dès les années 1960. De quoi était-il question alors? Essentiellement de confusion de fait entre des sociétés. Et pendant longtemps, on a vu se développer, se mettre en place une double approche, une approche tout à fait classique, je crois, du co-emploi, où on l'a recherché le lien de subordination entre la société co-employeur, le cas échéant, qui sera qualifié de co-employeur, et les salariés de l'employeur nominal, et le cas échéant, si lien de subordination, qui est l'un des éléments qualificatif du contrat de travail, si état de subordination il y a, eh bien, on en tirera la conséquence que la seconde société est également une société employeur. Mais à côté de cette approche classique, s'est développée une autre approche, beaucoup plus subversive pour le coup, et qui repose sur un critère qu'on qualifie de critère de la triple confusion, confusion d'intérêt, d'activité et de direction. Point question ici, point nécessairement question, en tout cas, la Cour de cassation le dit de façon très nette, d'établir un état de subordination des salariés à l'égard du co-employeur. De relations, il est certes question, mais ici, ce sont les relations entre les sociétés qui importent. La Cour de cassation va d'ailleurs expliciter cette analyse en situant cette triple confusion dans une perspective, celle de la caractérisation d'une immixtion de la société mère dans la gestion économique et sociale de sa filiale. Donc c'est un enchevêtrement par les faits, sinon d'une domination, ou du moins des pouvoirs qui sont exercés, qui va rendre le co-employeur bien débouteur d'un certain nombre d'obligations en matière de reclassement, et même seront mises à sa charge les conséquences de la rupture des contrats de travail, le cas échéant. Alors, la notion de co-emploi se donne ainsi à voir pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un moyen pour imputer des responsabilités aux véritables décideurs. Imputer, c'est-à-dire, comme le disait Paul Ricoeur, attribuer l'action à quelqu'un comme à son véritable auteur, afin qu'il rende des comptes en matière de licenciement collectif, mais aussi potentiellement au-delà. Alors certes, elle ne constitue pas le seul canal par lequel des prétentions de droit peuvent s'exprimer, mais en l'état actuel des choses, elle me semble être la plus prometteuse en soi, mais aussi au regard des perspectives sur lesquelles elle ouvre, et plus encore des déplacements qu'elle engendre. Évidemment, d'autres types d'actions, actions en responsabilité civile, on aura l'occasion, le cas échéant, d'y revenir. Moi, ce qui me paraît tout à fait essentiel, c'est que les actions qui se fondent sur la notion de co-emploi vont s'appuyer sur le pouvoir, de la même manière que les actions en responsabilité civile pour faute vont s'appuyer précisément sur la notion de faute. Alors, s'agit-il d'ailleurs d'un simple exercice anormal du pouvoir qu'il faut caractériser pour en qualifier de co-employeur une société? Cela se discute certainement à l'heure actuelle. Pour ma part, je n'en suis pas forcément totalement convaincu. Mais ce qui m'importe, c'est que, sur un plan conceptuel, cette construction qui trouble, voire qui déstabilise des schémas d'analyse préexistants, ouvre quant à sa signification sur trois ordres de questionnement, sans doute majeurs et, à mon avis, fortement imbriqués. Premièrement, cette construction conduit à s'interroger non pas sur la nature du co-emploi, mais plutôt sur l'objet du pouvoir dont il est question. Ce pouvoir, quel est-il ? Ce n'est pas celui dont parlait Paul Durand. Ce n'est pas ce pouvoir dont le
droit du travail fait de l'employeur le titulaire, pouvoir de direction économique, pouvoir de direction des personnes, avec une série de prolongements et de ramifications. Je prends là à l'analyse d'Antoine Jameau, que je crois plus pertinente que l'analyse de Paul Durand, pour le coup. Mais ce qui est essentiel, c'est que précisément, le pouvoir pris ici pour objet concerne non plus les rapports entre employeurs et salariés, mais les relations entre les sociétés. Et cela change tout. Appréhendée sous un prisme unique, la représentation du pouvoir, désormais, se dédouble en quelque sorte. Elle affiche deux visages distincts. Voilà donc qu'aux côtés d'un ordre de pouvoir interne à l'entreprise, surgit un autre ordre en surplomb. Ce second ordre, qui retient aujourd'hui toute l'attention, appréhende ce sur quoi le droit du travail a essentiellement adopté une position de repli. À partir du moment où l'employeur est identifié, le cas échéant, à la société partie au contrat de travail, les salariés demeurent tributaires des choix organisationnels qui sont arrêtés, choix de la structure, ainsi que de la forme juridique de l'exploitation, qu'il procède de groupes, de sociétés ou de réseaux de sous-traitance, de franchise, de distribution, mais aussi choix de se scinder, choix de se fondre, choix d'opérer des transferts de contrats de travail. Pouvoir d'organisation, pouvoir sur les pouvoirs, pour emprunter au langage d'Antoine Yancan, qu'importe la dénomination qui lui est donnée, c'est par lui que se répartissent et s'aménagent aussi les responsabilités à cet égard. Et c'est à cet espace, déjà finement exploré par de fécondes recherches, qu'ouvre le montage juridique du co-emploi, en dédoublant donc la figure du pouvoir. Deuxièmement, et compte tenu de ces conséquences, le juriste du travail se trouve frontalement interpellé sur l'idée même de pouvoir. Longtemps, la doctrine travailliste a cherché le fondement du pouvoir, au singulier qui plus est, le pouvoir. Peut-être la problématique est-elle mal posée, sans doute est-elle aujourd'hui, en tout cas sous l'angle du droit positif, dépassée. Le pouvoir en droit du travail, nous venons de le voir, demeure plus que jamais un objet de réflexion. Et comment, ici même, au Collège de France, ne pas solliciter la pensée de celui qui a si puissamment contribué à renouveler l'analyse du pouvoir? Je songe évidemment à Michel Foucault. Assurément, la microphysique du pouvoir foucaldienne offre une matrice théorique permettant de dépasser l'obstacle consistant à focaliser le regard sur un foyer unique d'institutionnalisation du pouvoir en droit du travail. Elle est une invite à caractériser le pouvoir par son ubiquité, comme agissant directement sur le corps. Un corps humain, en l'occurrence, dont le professeur Suppiot a magistralement montré qu'il constituait l'objet du contrat de travail. Peut-être est-il temps de prendre quelques distances par rapport à la représentation d'un pouvoir immanent de l'employeur, unifié par le haut, et d'envisager les lieux, les foyers locaux où il s'exerce, avec de multiples et incessantes variations. Cette vision m'apparaît plus que jamais féconde en droit du travail. Elle se décline même dans les rapports, à mon avis, interindividuels entre le salarié et l'employeur à travers un mécanisme d'intériorisation du pouvoir. Troisièmement, il semble difficile de contourner une ultime question, celle de savoir ce que précisément bouleverse ou renverse la fonction reconnue ici au co-emploi. À la jonction des réflexions que je viens d'esquisser, se fait jour une déstabilisation profonde, paradigmatique, et qui n'affecte pas l'entreprise, mais bien l'employeur, plus précisément la figure de l'employeur unitaire. C'est cette figure-là qui se fissure par la reconnaissance des et multiples employeurs. La construction jurisprudentielle sur le co-emploi rencontre d'ailleurs sous cet angle l'analyse développée par la Cour de justice de l'Union européenne. Et je songe à l'arrêt Heilbronn du 21 octobre 2010 qui campe sur le terrain du transfert en entreprise une distinction entre l'employeur contractuel et l'employeur non contractuel, pour reconnaître à cet employeur non contractuel, en l'occurrence la qualité de cédant au sens de la directive du 12 mars 2001. Droit national, droit de l'Union européenne, de part et d'autre, le constat qui peut être dressé tient à la reconnaissance, pour un rapport de travail donné, d'une multiplicité d'employeurs. Tout se passe donc comme si un obstacle épistémologique tombait. Si, contrairement au groupe ou à l'unité économique et sociale, l'autre société bénéficie bien de la personnalité juridique, le postulat de l'employeur unitaire ne paraissait pas moins obstruer cette analyse. Et manifestement, l'obstacle se lève en même temps que sombre le dogme. Cette multiplication des employeurs signifie,
paradoxe n'est à mon avis qu'apparent, une fragmentation, la fragmentation de la figure de l'employeur. À mon sens, ce n'est pas simplement une anomalie par rapport au paradigme de l'employeur unitaire qui se signifie, c'est potentiellement une crise de ce modèle et possiblement un renversement paradigmatique qui paraît susceptible de s'amorcer. Chacun en perçoit la force subversive. Il n'est que de songer à ces relations de travail complexes ou à ces situations d'emploi complexes, qu'il s'agisse de la mise à disposition ou de la sous-traitance, à plus forte raison, lorsqu'elle s'accompagne d'une stratégie de filiérisation. La dépendance économique d'une société étant alors contractuellement organisée. Le fait que dans ce cas de figure, la responsabilité du donneur d'ordre puisse être engagée indépendamment de celle du sous-traitant, ce qui concerne le travail illégal, ou dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail, ne pourrait-il pas être analysé comme un partage d'une parcelle du pouvoir de l'employeur? C'est en tout cas en ces termes que la problématique surgit. À partir du moment où la figure de l'employeur n'est plus nécessairement unitaire, les prérogatives et responsabilités instituées par le droit du travail n'ouvrent-elles pas sur la reconnaissance d'un employeur multipolaire, en tout cas d'un employeur fragmenté? C'est ainsi que récemment, dans la revue de droit du travail, un juriste anglais, poussant cette logique jusqu'à ses ultimes implications, préconisait de substituer à la conception traditionnelle de l'employeur une approche fonctionnelle, la figure de l'employeur se fragmentant pour désigner, selon les domaines concernés, les responsables. Voilà une discussion qui ne pourra sans doute pas être esquivée à l'avenir. Alors, qu'advient-il dans ce contexte de crise? Qu'advient-il de l'entreprise? De l'entreprise par-delà l'employeur, par-delà la figure de l'employeur. Identifiée à la société, mais pas à l'employeur, c'est elle que par strates successifs, notre droit mobilise pour assumer des responsabilités qui, bien que liées à son activité, voire aux décisions mises en œuvre en son sein, dépassent à première vue son périmètre. Apparaissent tout à fait emblématiques de ce phénomène, me semble-t-il, les propositions de loi relatives au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneurs d'ordre. À quoi ces propositions, j'en finis en quelques mots, Alain Supiot. D'où procèdent ces propositions? Bien, tout simplement du drame, bien sûr, de la tragédie du Rana Plaza. Il s'agit de mettre en place l'obligation pour toute entreprise, c'est bien l'entreprise d'ailleurs qui est désignée par ces propositions de loi, dans le cadre de ses activités, ou celle de ses filiales ou celle des sous-traitants, eh bien, mettre en place une obligation de prévenir les dommages ou risques avérés, tant en matière sanitaire et environnementale qu'au sujet des droits fondamentaux, et ceci avec un mécanisme de présomption de responsabilité. Donc, le temps est donc venu de la consécration d'une responsabilité de l'entreprise à l'égard d'autrui, indépendamment même de sa qualité d'employeur. Ce n'est pas forcément antinomique avec l'analyse de l'employeur fragmenté que j'évoquais tout à l'heure. C'est une dynamique qu'on connaissait, qui était déjà en œuvre, notamment dans le droit du licenciement économique. Et puis, cette entreprise, elle fait l'objet d'un certain nombre, a fait l'objet d'un certain nombre de réformes récemment, et elle fait l'objet d'une focalisation certaine, je dirais, par le législateur, également par les partenaires sociaux. Au fil des réformes, l'entreprise s'avance comme un ordre juridique au sein d'un ordonnancement pluraliste et source du droit. L'accent mis sur la négociation collective dans ce périmètre, renforcé par l'ambition de faire primer la norme collective sur le contrat individuel de travail, traduit à cet égard un mouvement profond qui amorce un agencement renouvelé des positions de l'employeur et des représentants des salariés. Sous-tendent cette dynamique un modèle juridique procédural, en l'occurrence, ainsi sans doute qu'une autre représentation tant des acteurs de l'entreprise que de l'entreprise elle-même. L'ambition de cette loi, à travers toute une série de dispositifs, je songe aux prérogatives du comité d'entreprise, aux accords de maintien de l'emploi et à tant d'autres dispositions, était de bâtir une culture de la confiance. On verra si ce vœu se réalise véritablement. Ce qui est sûr, c'est que cette loi pose le germe d'un partage renouvelé des responsabilités, mais sans que les lignes de pouvoir ne se déplacent. C'est ça qui est un peu inquiétant. Alors, simplement pour conclure, je ne peux pas ne pas, étant rattaché à l'Université de Lorraine, ne pas évoquer la loi Florent, ou plus précisément ce qu'il en reste. Il n'en reste quand même pas grand-chose. Il n'en reste pas grand-chose en raison de la censure par le Conseil constitutionnel. Plusieurs de ces dispositions, notamment sur ce qu'était le pouvoir
reconnu au tribunal de commerce, pouvoir du juge en l'occurrence, ou encore le mécanisme de sanction qui était retenu. Ce qui me frappe, ce n'est pas le dispositif tel qu'il demeure, ce qui me frappe, ce sont les soubassements, les présupposés de l'analyse du Conseil constitutionnel, qui s'appuie sur une vision bien singulière tout de même du droit de propriété, peut-être même celle que contestait Paul Durand, sur une vision non moins singulière de l'entreprise, réduite, ramenée à une catégorie d'intérêt, celle des actionnaires. Ce qui me frappe, c'est que cette approche-là, ces implicites-là, sont en total désaccord ou décalage avec ce qui me semble constituer l'une des nécessités de notre temps, rétablir l'idée de communauté, l'esprit de coopération, retrouver la centralité du travail, et comme le disent certains. Alors, que dire pour conclure? Eh bien, tout simplement que l'analyse que Paul Durand faisait des pouvoirs et responsabilités peut être retournée. Je ne pense pas que ce soit en effet les responsabilités qui fondent le pouvoir. Je crois que, fondamentalement, ce sont les pouvoirs au pluriel, qui justifient les responsabilités. Je vous remercie.